Sigmund Freud, 5 leçons sur la psychanalyse. Traduction de l'allemand par Yves Lelay, 1921. Première leçon, origine de la psychanalyse. Observation du Dr Breuer, les traumatismes psychiques, les hystériques souffrent de réminiscence, le traitement cathartique, l'hystérie de conversion. Ce n'est pas à moi que revient le mérite, si c'en est un, d'avoir mis au monde la psychanalyse. Je n'ai pas participé à ses premiers commencements, j'étais encore étudiant, absorbé par la préparation de mes examens, lorsqu'un médecin de Vienne, le docteur Joseph Breuer, appliqua pour la première fois ce procédé au traitement d'une jeune fille hystérique. Cela remonte aux années 1880 à 1882. Il convient donc de nous occuper tout d'abord de l'histoire de cette malade et des péripéties de son traitement. Mais auparavant, encore un mot. Ne craignez pas qu'une formation médicale soit nécessaire pour suivre mon exposé. Nous ferons route un certain temps avec les médecins, mais nous ne tarderons pas à prendre congé d'eux pour suivre le docteur Breuer par une voie tout à fait originale. La malade du docteur Breuer était une jeune fille de 21 ans, très intelligente, qui manifesta au cours des 2 années de sa maladie une série de troubles psychiques et mentaux plus ou moins graves. Elle présenta une contracture des 2 extrémités droites avec anesthésie. De temps en temps, la même affectation apparaissait aux membres du côté gauche. En outre, troubles des mouvements des yeux et perturbations multiples de la capacité visuelle. Difficulté à tenir la tête droite, toux nerveuse intense, dégoût de toute nourriture et, pendant plusieurs semaines, impossibilité de boire malgré une soif dévorante. Elle présentait aussi une altération de la fonction du langage, ne pouvait ni comprendre ni parler sa langue maternelle. Enfin, elle était sujette à des absences, à des états de confusion, de délire, d'altération de toute la personnalité. Ce sont là des troubles auxquels nous aurons à accorder toute notre attention. Il semble naturel de penser que des symptômes tels que ceux que nous venons d'énumérer révèlent une grave affection, probablement du cerveau, affection qui offre peu d'espoir de guérison et qui sans doute conduira promptement à la mort. Les médecins diront pourtant que, dans une quantité de cas aux apparences aussi graves, on peut formuler un pronostic beaucoup plus favorable. Lorsque des symptômes de ce genre se rencontrent chez une jeune femme dont les organes essentiels, le cœur, les reins, etc., sont tout à fait normaux, mais qui a eu à subir de violents chocs affectifs et, lorsque ces symptômes se développent d'une façon capricieuse et inattendue, les médecins se sentent rassurés. Ils reconnaissent en effet qu'il s'agit là, non pas d'une affection organique du cerveau, mais de cet état bizarre et énigmatique auquel les médecins grecs donnaient déjà le nom d'hystérie, état capable de simuler tout un ensemble de troubles graves, mais qui ne met pas la vie en danger et qui laisse espérer une guérison complète. Il n'est pas toujours facile de distinguer une telle hystérie d'une profonde affection organique. Mais il ne nous importe pas ici de savoir comment on établit ce diagnostic différentiel. Notons simplement que le cas de la jeune fille de Breuer est de ceux qu'aucun médecin habile ne manquera de ranger dans l'hystérie. Il convient de rappeler ici que les symptômes de la maladie sont apparus alors que la jeune fille soignait son père qu'elle adorait, au cours d'une maladie à laquelle il devait succomber, et que sa propre maladie l'obligea à renoncer à ses soins. Les renseignements qui précèdent épuisent ce que les médecins pouvaient nous apprendre sur le cas qui nous intéresse. Le moment est venu de quitter ces derniers. Mais il ne faut pas s'imaginer que l'on a beaucoup fait pour la guérison lorsqu'on a substitué le diagnostic d'hystérie à celui d'affection cérébrale organique. L'art médical est le plus souvent aussi impuissant dans un cas que dans l'autre. Et quand il s'agit d'hystérie, le médecin n'a rien d'autre à faire qu'à laisser à la bonne nature le soin d'opérer le rétablissement complet qu'il est en droit de pronostiquer. Si le diagnostic d'hystérie touche peu le malade, il touche beaucoup le médecin. Son attitude est tout autre à l'égard de l'hystérique qu'à l'égard de l'organique. Il n'accorde pas à celui-là le même intérêt qu'à celui-ci, car son mal est bien moins sérieux malgré les apparences. N'oublions pas non plus que le médecin, au cours de ses études, a appris, par exemple dans des cas d'apoplexie ou de tumeur, à se représenter plus ou moins exactement les causes des symptômes organiques. Au contraire, en présence des singularités hystériques, son savoir, sa science anatomique, physiologique et pathologique le laisse en l'air. Il ne peut comprendre l'hystérie, en face d'elle il est incompétent. Ce qui ne nous plaît guère quand on a l'habitude de tenir en haute estime sa propre science. Les hystériques perdent donc la sympathie du médecin qui les considère comme des gens qui transgressent les lois, comme infidèles à l'égard des hérétiques. Il les juge capables de toutes les vilainies possibles, les accuse d'exagération et de simulation intentionnelle,
et il les punit en leur retirant son intérêt. Le docteur Brewer, lui, n'a pas suivi une telle conduite. Bien que, tout d'abord, il fût incapable de soulager sa malade, il ne lui refusa ni sa bienveillance ni son intérêt. Sans doute sa tâche fut-elle facilitée par les remarquables qualités d'esprit et de caractère dont elle témoigna, et la façon sympathique avec laquelle il se mit à l'observer lui permit bientôt de lui porter un premier secours. On avait remarqué que dans ces états d'absence, d'altération psychique avec confusion, la malade avait l'habitude de murmurer quelques mots qui semblaient se rapporter à des préoccupations intimes. Le médecin se fit répéter ces paroles et, ayant mis la malade dans une sorte d'hypnose, les lui répéta mot pour mot, espérant ainsi déclencher les pensées qui la préoccupaient. La malade tomba dans le piège et se mit à raconter l'histoire dont les mots murmurés pendant ces états d'absence avaient trahi l'existence. C'étaient des fantaisies d'une profonde tristesse, souvent même d'une certaine beauté, nous dirons des rêveries, qui avaient pour thème une jeune fille au chevet de son père malade. Après avoir exprimé un certain nombre de ces fantaisies, elle se trouvait délivrée, ramenée à une vie psychique normale. L'amélioration, qui durait plusieurs heures, disparaissait le jour suivant pour faire place à une nouvelle absence que supprimait de la même manière le récit des fantaisies nouvellement formées. Nul doute que la modification psychique manifestée pendant les absences était une conséquence de l'excitation produite par ces formations fantaisistes d'une vive tonalité affective. La malade elle-même, qui à cette époque de sa maladie ne parlait et ne comprenait que l'anglais, donna à ce traitement d'un nouveau genre le nom de talking cure. Elle le désignait ainsi en plaisantant du nom de chimney sweeping. On remarqua bientôt, comme par hasard, qu'un tel nettoyage de l'âme faisait beaucoup plus qu'éloigner momentanément la confusion mentale toujours renaissante. Les symptômes morbides disparurent aussi lorsque, sous l'hypnose, la malade se rappela avec extériorisation affective à quelle occasion ces symptômes s'étaient produits pour la première fois. Il y avait eu, cet été-là, une période de très grande chaleur, et la malade avait beaucoup souffert de la soif car, sans pouvoir en donner la raison, il lui avait été brusquement impossible de boire. Elle pouvait saisir le verre d'eau, mais aussitôt qu'il touchait ses lèvres, elle le repoussait comme une hydrophobe. Durant ces quelques secondes, elle se trouvait évidemment en état d'absence. Elle ne se nourrissait que de fruits pour étancher la soif qui la tourmentait. Cela durait depuis environ 6 semaines, lorsqu'elle se plaignit un jour, sous hypnose, de sa gouvernante anglaise qu'elle n'aimait pas. Elle raconta alors, avec tous les signes d'un profond dégoût, qu'elle s'était rendue dans la chambre de cette gouvernante et que le petit chien de celle-ci, un animal affreux, avait bu dans un verre. Elle n'avait rien dit par politesse. Son récit achevé, elle manifesta violemment sa colère, restée contenue jusqu'alors. Puis elle demanda à boire, but une grande quantité d'eau, et se réveilla de l'hypnose, le verre aux lèvres. Le trouble avait disparu pour toujours. Arrêtons-nous un instant à cette expérience. Personne n'avait encore fait disparaître un symptôme hystérique de cette manière et n'avait pénétré si profondément dans la compréhension de ses causes. Quelle découverte grosse de conséquences si la plupart de ces symptômes pouvaient être supprimés de cette manière. Brewer n'épargna aucun effort pour en faire la preuve. Il étudia systématiquement la pathogénèse d'autres symptômes morbides plus graves. Dans presque chaque cas, il constata que les symptômes étaient, pour ainsi dire, comme des résidus d'expériences émotives que, pour cette raison, nous avons appelé plus tard traumatisme psychique. Leur caractère particulier s'apparentait à la scène traumatique qui les avait provoqués. Selon l'expression consacrée, les symptômes étaient déterminés par les scènes dont ils formaient les résidus mnésiques. Il n'était plus nécessaire de voir en eux des effets arbitraires et énigmatiques de la névrose. Cependant, contrairement à ce que l'on attendait, ce n'était pas toujours d'un seul événement que les symptômes résultaient, mais la plupart du temps, de multiples traumatismes souvent analogues et répétés. Par conséquent, il fallait reproduire chronologiquement toute cette chaîne de souvenirs pathogènes, mais dans l'ordre inverse, le dernier d'abord et le premier à la fin, impossible de pénétrer jusqu'au premier traumatisme, souvent le plus profond, si l'on sautait les intermédiaires. Vous souhaiteriez sans doute d'autres exemples de symptômes hystériques que celui de l'hydrophobie engendré par le dégoût d'un chien buvant dans un verre. Mais pour rester fidèle à mon programme, je me limiterai à très peu d'exemples.
Breuer raconte que les troubles visuels de sa malade se rapportaient aux circonstances suivantes. Ouvrez les guillemets. La malade, les yeux pleins de larmes, était assise auprès du lit de son père. Lorsque celui-ci lui demanda tout à coup quelle heure il était. Les larmes l'empêchaient de voir clairement. Elle fit un effort, mit la montre tout près de son œil et le cadran lui apparut très gros. Macropsie et strabisme convergent. Puis elle s'efforça de retenir ses larmes afin que le malade ne les voie pas. Fermez les guillemets. Toutes ces impressions pathogènes, remarquons-le, dataient de l'époque où elle s'occupait de son père malade. Ouvrez les guillemets. Une fois, elle s'éveilla la nuit, très angoissée car le malade avait beaucoup de fièvre, et très énervée car on attendait un chirurgien de Vienne pour une opération. Sa mère n'était pas là. Anna était assise au chevet du malade, le bras droit posé sur le dossier de sa chaise. Elle tomba dans un état de demi-rêve et vit qu'un serpent noir sortait du mur, s'approchait du malade pour le mordre. Il est très probable que, dans le pré, derrière la maison, se trouvaient des serpents qui avaient déjà effrayé la malade et fournissaient le thème de l'hallucination. Elle voulut chasser l'animal, mais elle était comme paralysée, le bras droit pendant sur le dossier de sa chaise. Il était endormi, c'est-à-dire anesthésié et parésié, et, lorsqu'elle le regarda, les doigts se transformèrent en petits serpents avec des têtes de mort, les ongles. Sans doute fit-elle des efforts pour chasser le serpent avec la main droite paralysée, et ainsi l'anesthésie et la paralysie s'associèrent-elles à l'hallucination du serpent. Lorsque celui-ci eut disparu, elle voulut pleine d'angoisse se mettre à prier, mais la parole lui manqua, en quelque langue que ce fût. Elle ne put s'exprimer qu'en retrouvant enfin une poésie enfantine anglaise, et put alors penser et prier dans cette langue. Fermez les guillemets. Le rappel de cette scène sous hypnose fit disparaître la contracture du bras droit qui existait depuis le commencement de la maladie, et mit fin au traitement. Lorsque, bon nombre d'années plus tard, je me mis à appliquer à mes propres malades la méthode de recherche et de traitement de Breuer, je fis des expériences qui concordèrent avec les siennes. Une dame de 40 ans environ avait un tic, un étrange claquement de langue qui se produisait sans cause apparente. L'origine de ce tic venait de deux événements différents qui avaient ceci de commun que, par une sorte de contradiction, elle avait fait entendre ce claquement à un moment où elle désirait vivement ne pas troubler le silence. Une fois, pour ne pas éveiller son enfant endormi, l'autre fois, lors d'une promenade en voiture pour ne pas exciter les chevaux déjà effrayés par un orage. Je donne cet exemple parmi beaucoup d'autres qu'on trouvera dans les études sur l'hystérie. Nous pouvons grosso modo résumer tout ce qui précède dans la formule suivante. Les hystériques souffrent de réminiscence. Leurs symptômes sont les résidus et les symboles de certains événements traumatiques. Symboles commémoratifs, à vrai dire. Une comparaison nous fera saisir ce qu'il faut entendre par là. Les monuments dont nous ornons nos grandes villes sont des symboles commémoratifs du même genre. Ainsi, à Londres, vous trouverez devant une des plus grandes gares de la ville une colonne gothique richement décorée, Charing Cross. Au XIIIe siècle, un des vieux rois plantagenets qui faisait transporter à Westminster le corps de la reine Éléonore éleva des croix gothiques à chacune des stations où le cercueil fut posé à terre. Charing Cross est le dernier des monuments qui devait conserver le souvenir de cette marche funèbre. À une autre place de la ville, non loin du London Bridge, vous remarquerez une colonne moderne très haute que l'on appelle The Monument. Elle doit rappeler le souvenir du grand incendie qui, en 1666, éclata tout près de là et détruisit une grande partie de la ville. Ces monuments sont des symboles commémoratifs, comme les symptômes hystériques. La comparaison est donc soutenable jusque-là. Mais que diriez-vous d'un habitant de Londres qui, aujourd'hui encore, s'arrêterait mélancoliquement devant le monument du convoi funèbre de la reine Éléonore, au lieu de s'occuper de ses affaires avec la hâte qu'exigent les conditions modernes du travail ou de se réjouir de la jeune et charmante reine qui captive aujourd'hui son propre cœur? Ou d'un autre qui pleurerait devant le monument, la destruction de la ville de ses pères, alors que cette ville est depuis longtemps renée de ses cendres et brille aujourd'hui d'un éclat plus vif encore que jadis? Les hystériques et autres névrosés se comportent comme les deux londoniens de notre exemple invraisemblable. Non seulement ils se souviennent d'événements douloureux passés depuis longtemps, mais ils y sont encore affectivement attachés. Ils ne se libèrent pas du passé et négligent pour lui la réalité et le présent. Cette fixation de la vie mentale au traumatisme pathogène est un des caractères les plus importants et, pratiquement, les plus significatifs de la névrose.
Vous allez sans doute, en pensant à la malade de Brouwer, me faire une objection qui certainement est plausible. Tous les traumatismes de cette jeune fille provenaient de l'époque où elle soignait son père malade, et ses symptômes ne sont que les marques du souvenir qu'elle a conservé de la maladie et de la mort de son père. Le fait de conserver si vivante la mémoire du disparu, et cela peu de temps après sa mort, n'a donc, direz-vous, rien de pathologique, c'est au contraire un processus affectif tout à fait normal. Je vous l'accorde volontiers. Chez la malade de Brouwer, cette pensée qui reste fixée au traumatisme n'a rien d'extraordinaire. Mais dans d'autres cas, ainsi que pour ce tic que j'ai traité et dont les causes remontaient à 15 et à 10 ans dans le passé, on voit nettement que cette suggestion au passé a un caractère nettement pathologique. Cette suggestion, la malade de Brouwer l'aurait probablement subie aussi, si elle ne s'était pas soumise au traitement cathartique peu de temps après l'apparition de ces symptômes. Nous avons parlé jusqu'ici des symptômes hystériques que dans leur relation avec l'histoire de la vie des malades. Mais nous avons encore à considérer deux autres circonstances dont Brouwer fait mention et qui feront saisir le mécanisme de l'apparition de la maladie et celui de sa disparition. Insistons d'abord sur ce fait que la malade de Brouwer, dans toutes les situations pathogènes, devait réprimer une forte émotion, au lieu de la laisser s'épancher par les voies affectives habituelles, paroles et actes. Lors du petit incident avec le chien de sa gouvernante, elle réprima, par égard pour celle-ci, l'expression d'un dégoût intense. Pendant qu'elle veillait au chevet de son père, son souci continuel était de ne rien laisser voir au malade de son angoisse et de son douloureux état d'âme. Lorsque plus tard, elle reproduisit ces mêmes scènes devant son médecin, l'émotion refoulée autrefois ressuscita avec une violence particulière, comme si elle s'était conservée intacte pendant tout ce temps. Bien plus, le symptôme qui avait subsisté de cette scène présenta son plus haut degré d'intensité au fur et à mesure que le médecin s'efforçait d'en découvrir l'origine, pour disparaître dès que celle-ci eût été complètement démasquée. On put d'autre part constater que le souvenir de la scène en présence du médecin restait sans effet si, pour une raison quelconque, il se déroulait sans être accompagné d'émotions, d'affects. C'est apparemment de ces affects que dépendent et la maladie et le rétablissement de la santé. On fut ainsi conduit à admettre que le patient tombé malade de l'émotion déclenchée par une circonstance pathogène n'a pu l'exprimer normalement et qu'elle est ainsi restée coincée. Ces affects coincés ont une double destinée. Tantôt ils persistent tels quels et font sentir leur poids sur toute la vie psychique, pour laquelle ils sont une source d'irritation perpétuelle, tantôt se transforment en processus psychiques anormaux, processus d'innervation ou d'inhibition, paralysie, qui ne sont pas autre chose que les symptômes physiques de la névrose. C'est ce que nous avons appelé l'hystérie de conversion. Dans la vie normale, une certaine quantité de notre énergie affective est employée à l'innervation corporelle et produit le phénomène de l'expression des émotions que nous connaissons tous. L'hystérie de conversion n'est pas autre chose qu'une expression des émotions exagérées et qui se traduit par des moyens inaccoutumés. Si un fleuve s'écoule dans deux canaux, l'un d'eux se trouvera plein à déborder aussitôt que, dans l'autre, le courant rencontrera un obstacle. Vous voyez que nous sommes sur le point d'arriver à une théorie purement psychologique de l'hystérie, théorie dans laquelle nous donnons la première place au processus affectif. Une deuxième observation de Brouwer nous oblige à accorder, dans le déterminisme des processus morbides, une grande importance aux états de la conscience. La malade de Brouwer présentait, à côté de son état normal, des états d'âme multiples, états d'absence, de confusion, changement de caractère. À l'état normal, elle ne savait rien de ces scènes pathogènes et de leur rapport avec ses symptômes. Elle les avait oubliés, ou ne les mettait pas en relation avec sa maladie. Lorsqu'on l'hypnotisait, il fallait faire de grands efforts pour lui remettre ces scènes en mémoire, et c'est ce travail de réminiscence qui supprimait les symptômes. Nous serions bien embarrassés pour interpréter cette constatation si l'expérience et l'expérimentation de l'hypnose n'avaient montré le chemin à suivre. L'étude des phénomènes hypnotiques nous a habitués à cette conception d'abord étrange que, dans un seul et même individu, il peut y avoir plusieurs groupements psychiques, assez indépendants pour qu'ils ne sachent rien les uns des autres. Des cas de ce genre que l'on appelle double conscience peuvent, à l'occasion, se présenter spontanément à l'observation. Si dans un tel dédoublement de la personnalité,
la conscience reste constamment liée à l'un des deux états, on nomme cet état l'état psychique conscient, et l'on appelle inconscient celui qui en est séparé. Le phénomène connu sous le nom de suggestion post-hypnotique, dans lequel un ordre donné au cours de l'hypnose se réalise plus tard, coûte que coûte, à l'état normal, donne une image excellente de l'influence que l'état conscient peut recevoir de l'inconscient, et c'est d'après ce modèle qu'il nous est possible de comprendre les phénomènes observés dans l'hystérie. Breuer se décida à admettre que les symptômes hystériques auraient été provoqués durant des états d'âme spéciaux qu'il appelait hypnoïdes. Les excitations qui se produisent dans les états hypnoïdes de ce genre deviennent facilement pathogènes parce qu'elles ne trouvent pas dans ces états des conditions nécessaires à leur aboutissement normal. Il se produit alors cette chose particulière qui est le symptôme et qui pénètre dans l'état normal comme un corps étranger. D'autant plus que le sujet n'a pas conscience de la cause de son mal. Là où il y a un symptôme, il y a aussi amnésie, un vide, une lacune dans le souvenir, et si l'on réussit à combler cette lacune, on supprime par là même le symptôme. Je crains que cette partie de mon exposé ne vous paraisse pas très claire, mais soyez indulgents, il s'agit de vues nouvelles et difficiles qu'il est peut-être impossible de présenter plus clairement pour le moment tout au moins. L'hypothèse breuerienne des états hypnoïdes s'est d'ailleurs montrée encombrante et superflue, et la psychanalyse moderne l'a abandonnée. Vous apprendrez plus tard tout ce qu'on a encore découvert derrière les états hypnoïdes de Breuer. Vous aurez aussi, sans doute, et à bon droit, l'impression que les recherches de Breuer ne pouvaient vous donner qu'une théorie incomplète et une explication insuffisante des faits observés, mais des théories parfaites ne tombent pas ainsi du ciel, et vous vous méfierez à plus forte raison de l'homme qui, dès le début de ses observations, vous présenterait une théorie sans lacune et complètement parachevée. Une telle théorie ne saurait être qu'un produit de la spéculation et non le fruit d'une étude sans parti pris de la réalité. Deuxième leçon. Conception nouvelle de l'hystérie, refoulement et résistance, le conflit psychique, le symptôme est le substitut d'une idée refoulée, la méthode psychanalytique. À peu près à l'époque où Breuer appliquait sa talking cure, Charcot poursuivait à la Salpêtrière ses recherches sur l'hystérie qui devaient aboutir à une nouvelle conception de cette névrose. La conclusion à laquelle il parvenait n'était alors pas connue à Vienne. Mais lorsque 10 ans plus tard, nous publiâmes, Breuer et moi, notre communication préliminaire sur le mécanisme psychique des phénomènes hystériques, inspirée par les résultats du traitement cathartique de la première malade de Breuer, nous étions en plein sous l'influence des travaux de Charcot. Nous fîmes alors de nos traumatismes psychiques les équivalents des traumatismes psychiques dont Charcot avait établi le rôle dans le déterminisme des paralysies hystériques. Et l'hypothèse des états hypnoïdes de Breuer n'était qu'un écho des expériences du professeur français relatives à la production, sous hypnose, de paralysies en tout point semblables aux paralysies traumatiques. L'illustre clinicien dont je fus l'élève en 1885-86 était peu enclin aux conceptions psychologiques. Ce fut son disciple Pierre Janet qui tenta d'analyser de près les processus psychiques de l'hystérie, et nous suivîmes son exemple en faisant du dédoublement mental et de la dissociation de la personnalité le pivot de notre théorie. La théorie de Janet repose sur les doctrines admises en France relatives au rôle de l'hérédité et de la dégénérescence dans l'origine des maladies. D'après cet auteur, l'hystérie est une forme d'altération dégénérative du système nerveux, qui se manifeste par une faiblesse congénitale de la synthèse psychique. Voici ce qu'il entend par là. Les hystériques seraient incapables de maintenir en un seul faisceau les multiples phénomènes psychiques et il en résulterait la tendance à la dissociation mentale. Si vous me permettez une comparaison un peu grossière mais claire, l'hystérique de Janet fait penser à une femme qui est sortie pour faire des emplettes et qui revient chargée de boîtes et de paquets. Mais ses 2 bras et ses 10 doigts ne lui suffisent pas pour embrasser convenablement tout son bagage, et voilà un paquet qui glisse à terre. Elle se baisse pour le ramasser, mais c'est un autre qui dégringole, et ainsi de suite. Cependant, il est des faits qui ne cadrent pas très bien avec cette théorie de la faiblesse mentale. Ainsi on constate chez les hystériques certaines capacités qui diminuent, d'autres qui augmentent comme s'ils voulaient compenser d'un côté ce qui est réduit de l'autre. Par exemple, à l'époque où la malade de Breuer avait oublié sa langue maternelle ainsi que toutes les autres, sauf l'anglais, elle parlait celle-ci avec une telle perfection qu'elle était capable, quand on lui mettait dans les mains un livre allemand, de faire à livre ouvert une traduction excellente.
Lorsque plus tard j'entrepris de continuer seul les recherches commencées par Breuer, je me formai bientôt une opinion différente sur l'origine de la dissociation hystérique, dédoublement de la conscience. Une telle divergence devait se produire, puisque je n'étais pas parti comme Janet d'expériences de laboratoire, mais de nécessité thérapeutique. Ce qui m'importait avant tout, c'était la pratique. Le traitement cathartique appliqué par Breuer exigeait qu'on plongeât le malade dans une hypnose profonde, puisque seuls les états hypnotiques lui permettaient de se rappeler les événements pathogènes qui lui échappaient à l'état normal. Or, je n'aimais pas l'hypnose. C'était un procédé incertain et qui a quelque chose de mystique. Mais lorsque j'eus constaté que, malgré tous mes efforts, je ne pouvais mettre en état d'hypnose qu'une petite partie de mes malades, je décidai d'abandonner ce procédé et d'appliquer le traitement cathartique. J'essayais donc d'opérer en laissant les malades dans leur état normal. Cela semblait au premier abord une entreprise insensée et sans chance de succès. Il s'agissait d'apprendre du malade quelque chose qu'on ne savait pas et que lui-même ignorait. Comment pouvait-on espérer y parvenir ? Je me souvins alors d'une expérience étrange et instructive que j'avais vue chez Bernheim, à Nancy. Bernheim nous avait montré que les sujets qu'il avait mis en somnambulisme hypnotique et auxquels il avait fait accomplir divers actes n'avaient perdu qu'apparemment le souvenir de ce qu'ils avaient vu et vécu sous l'hypnose, et qu'il était possible de réveiller en eux ces souvenirs à l'état normal. Si on les interroge, une fois réveillés, sur ce qui s'est passé, ces sujets prétendent d'abord ne rien savoir, mais si l'on ne cède pas, si on les presse, si on leur assure qu'ils le peuvent, alors les souvenirs oubliés réapparaissent sans manquer. J'agis de même avec mes malades. Lorsqu'ils prétendaient ne plus rien savoir, je leur affirmais qu'ils savaient, qu'ils n'avaient qu'à parler, et j'assurais même que le souvenir qui leur reviendrait au moment où je mettrais la main sur leur front serait le bon. De cette manière, je réussis, sans employer l'hypnose, à apprendre des malades tout ce qu'il était nécessaire pour établir le rapport entre les scènes pathogènes oubliées et les symptômes qui en étaient les résidus. Mais c'était un procédé pénible et épuisant à la longue, qui ne pouvait s'imposer comme une technique définitive. Je ne l'abandonnais pourtant pas sans avoir tiré des conclusions décisives. La preuve était faite que les souvenirs oubliés ne sont pas perdus, qu'ils restent en la possession du malade, prêts à surgir, associés à ce qu'il sait encore. Mais il existe une force qui les empêche de devenir conscients. L'existence de cette force peut être considérée comme certaine, car on sent un effort quand on essaie de ramener à la conscience les souvenirs inconscients. Cette force, qui maintient l'état morbide, on l'éprouve comme une résistance opposée par le malade. C'est sur cette idée de résistance que j'ai fondé ma conception des processus psychiques dans l'hystérie. La suppression de cette résistance s'est montrée indispensable au rétablissement du malade. D'après le mécanisme de la guérison, on peut déjà se faire une idée très précise de la marche de la maladie. Les mêmes forces qui aujourd'hui s'opposent à la réintégration de l'oublié dans le conscient sont assurément celles qui ont, au moment du traumatisme, provoqué cet oubli et qui ont refoulé dans l'inconscient les incidents pathogènes. J'ai appelé refoulement ce processus supposé par moi, et je l'ai considéré comme prouvé par l'existence indéniable de la résistance. Mais on pouvait encore se demander ce qu'étaient ces forces et quelles étaient les conditions de ce refoulement où nous voyons aujourd'hui le mécanisme pathogène de l'hystérie. Ce que le traitement cathartique nous avait appris nous permet de répondre à cette question. Dans tous les cas observés, on constate qu'un désir violent a été ressenti, qui s'est trouvé en complète opposition avec d'autres désirs de l'individu, inconciliables avec les aspirations morales et esthétiques de la personne. Bref, un conflit s'en est suivi. À l'issue de ce combat intérieur, le désir inconciliable est devenu l'objet du refoulement. Il a été chassé hors de la conscience et oublié. Puisque la représentation en question est inconciliable avec le moi du malade, le refoulement se produit sous forme d'exigence morale ou autre de la part de l'individu. L'acceptation du désir inconciliable ou la prolongation du conflit aurait provoqué un malaise intense. Le refoulement épargne ce malaise. Il apparaît ainsi comme un moyen de protéger la personne psychique. Je me limiterai à l'exposer d'un seul cas, dans lequel les conditions et l'utilité du refoulement sont clairement révélées. Néanmoins, je dois encore écourter ce cas et laisser de côté d'importantes hypothèses. Une jeune fille avait récemment perdu un père tendrement aimé, après avoir aidé à le soigner, situation analogue à celle de la malade de Breuer. Sa sœur aînée s'étant mariée, elle se prit d'une vive affection pour son beau-frère,
affection qui passa du reste pour une simple intimité comme on en rencontre entre les membres d'une même famille. Mais bientôt cette sœur tomba malade et mourut pendant une absence de notre jeune fille et de sa mère. Celles-ci furent rappelées en hâte, sans être entièrement instruites du douloureux événement. Lorsque la jeune fille arriva au chevet de sa sœur morte, en elle émergea pour une seconde une idée qui pouvait s'exprimer un peu ainsi. Maintenant, il est libre et il peut m'épouser. Il est certain que cette idée, qui trahissait à la conscience de la jeune fille l'amour intense qu'elle éprouvait sans le savoir pour son beau-frère, la révolta et fut immédiatement refoulée. La jeune fille tomba malade à son tour, présenta de graves symptômes hystériques, et lorsque je la pris en traitement, il apparut qu'elle avait radicalement oublié cette scène devant le lit mortuaire de sa sœur et le mouvement de haine et d'égoïsme qui s'était emparé d'elle. Elle s'en souvint au cours du traitement, reproduisit cet incident avec les signes de la plus violente émotion, et le traitement la guérit. J'illustrerai le processus du refoulement et sa relation nécessaire avec la résistance par une comparaison grossière. Supposez que dans la salle de conférence, dans mon auditoire calme et attentif, il se trouve pourtant un individu qui se conduise de façon à me déranger et qui me trouble par des rires inconvenants, par son bavardage ou en tapant des pieds. Je déclarerai que je ne peux pas continuer à professer ainsi. Sur ce, quelques auditeurs vigoureux se lèveront et, après une brève lutte, mettront le personnage à la porte. Il sera refoulé, et je pourrai continuer ma conférence. Mais, pour que le trouble ne se reproduise plus, au cas où l'expulsé essaierait de rentrer dans la salle, les personnes qui sont venues à mon aide iront adosser leurs chaises à la porte et former ainsi comme une résistance. Si maintenant l'on transporte sur le plan psychique les événements de notre exemple, si l'on fait de la salle de conférence le conscient et du vestibule l'inconscient, voilà une assez bonne image du refoulement. C'est en cela que notre conception diffère de celle de Janet. Pour nous, la dissociation psychique ne vient pas d'une inaptitude innée de l'appareil mental à la synthèse. Nous l'expliquons dynamiquement par le conflit de deux forces psychiques. Nous voyons en elle le résultat d'une révolte active et de deux constellations psychiques, le conscient et l'inconscient, l'une contre l'autre. Cette conception nouvelle soulève beaucoup de nouveaux problèmes. Ainsi, le conflit psychique est certes très fréquent et le moi cherche à se défendre contre les souvenirs pénibles sans provoquer pour autant une dissociation psychique. Force est donc d'admettre que d'autres conditions sont encore requises pour ramener une dissociation. J'accorde volontiers que l'hypothèse du refoulement constitue non pas le terme, mais bien le début d'une théorie psychologique. Mais nous ne pouvons progresser que pas à pas, et il faut nous laisser le temps d'approfondir notre idée. Qu'on se garde ainsi d'essayer d'interpréter le cas de la jeune fille de Brouwer à l'aide de la théorie du refoulement. L'histoire de cette malade ne s'y prête pas, car les données en ont été obtenues par l'influence hypnotique. Ce n'est qu'en écartant l'hypnose que l'on peut constater les résistances et les refoulements et se former une représentation exacte de l'évolution pathogène réelle. Dans l'hypnose, la résistance se voit mal, parce que la porte est ouverte sur l'arrière-fond psychique. Néanmoins, l'hypnose accentue la résistance aux frontières de ce domaine. Elle en fait un mur de fortification qui rend tout le reste inabordable. Le résultat le plus précieux auquel nous avait conduit l'observation de Brouwer était la découverte de la relation des symptômes avec les événements pathogènes au traumatisme psychique. Comment allons-nous interpréter tout cela du point de vue de la théorie du refoulement? Au premier abord, on ne voit vraiment pas comment. Mais au lieu de me livrer à une déduction théorique compliquée, je vais reprendre ici notre comparaison de tout à l'heure. Il est certain qu'en éloignant le mauvais sujet qui dérangeait la leçon et en plaçant des sentinelles devant la porte, tout n'est pas fini. Il peut très bien arriver que l'expulsé, amer et résolu, provoque encore du désordre. Il n'est plus dans la salle, c'est vrai. On est débarrassé de sa présence, de son rire moqueur, de ses remarques à haute voix, mais à certains égards, le refoulement est pourtant resté inefficace, car voilà qu'au dehors l'expulsé fait un vacarme insupportable. Il crie, donne des coups de poing contre la porte et trouble ainsi la conférence plus que par son attitude précédente. Dans ces conditions, il serait heureux que le président de la Réunion veuille bien assumer le rôle de médiateur et de pacificateur. Il parlementerait avec le personnage récalcitrant, puis il s'adresserait aux auditeurs et leur proposerait de le laisser rentrer, prenant sur lui de garantir une meilleure conduite. On déciderait de supprimer le refoulement, et le calme et la paix renaîtraient.
Voilà une image assez juste de la tâche qui incombe au médecin dans le traitement psychanalytique des névroses. Exprimons-nous maintenant sans image. L'examen d'autres malades hystériques et d'autres névrosés nous conduit à la conviction qu'ils n'ont pas réussi à refouler l'idée à laquelle est lié leur désir insupportable. Ils l'ont bien chassé de leur conscience et de leur mémoire, et se sont épargnés apparemment une grande somme de souffrance, mais le désir refoulé continue à subsister dans l'inconscient. Il guette une occasion de se manifester, et il réapparaît bientôt à la lumière, mais sous un déguisement qui le rend méconnaissable. En d'autres termes, l'idée refoulée est remplacée dans la conscience par une autre qui lui sert de substitut, d'ersatz, et à laquelle vient s'attacher toutes les impressions de malaise que l'on croyait avoir écartées par le refoulement. Ce substitut de l'idée refoulée, le symptôme, est protégé contre de nouvelles attaques de la part du moi, et au lieu d'un court conflit, intervient maintenant une souffrance continuelle. À côté des signes de défiguration, le symptôme offre un reste de ressemblance avec l'idée refoulée. Les procédés de formation substitutive se trahissent pendant le traitement psychanalytique du malade, et il est nécessaire pour la guérison que le symptôme soit ramené par ces mêmes moyens à l'idée refoulée. Si l'on parvient à ramener ce qui est refoulé au plein jour, cela suppose que des résistances considérables ont été surmontées. Alors le conflit psychique, né de cette réintégration, et que le malade voulait éviter, peut trouver sous la direction du médecin une meilleure solution que celle du refoulement. Une telle méthode parvient à faire évanouir conflit et névrose. Tantôt le malade convient qu'il a eu tort de refouler le désir pathogène, et il accepte totalement ou partiellement ce désir, tantôt le désir lui-même est dirigé vers un but plus élevé et pour cette raison moins sujet à critique. C'est ce que je nomme la sublimation du désir. Tantôt on reconnaît qu'il était juste de rejeter le désir, mais on remplace le mécanisme automatique, donc insuffisant du refoulement, par un jugement de condamnation morale rendue avec l'aide des plus hautes instances spirituelles de l'homme. C'est en pleine lumière que l'on triomphe du désir. Je m'excuse de n'avoir pas décrit de façon plus claire et plus compréhensible les principaux points de vue de la méthode de traitement appelée maintenant psychanalyse. Les difficultés ne tiennent pas seulement à la nouveauté du sujet. De quelle nature sont les désirs insupportables qui, malgré le refoulement, savent encore se faire entendre au fond de l'inconscient? Dans quelles conditions le refoulement échoue-t-il et se forme-t-il un substitut ou un symptôme? Nous allons le voir. Troisième leçon. Le principe du déterminisme psychique, le mot d'esprit, le complexe, les rêves et leur interprétation, l'analyse des rêves, acte manqué, lapsus, acte symptomatique, multiples motivations. Il n'est pas toujours facile d'être exact et surtout quand il faut être bref. Aussi suis-je obligé de corriger aujourd'hui une erreur commise dans mon précédent chapitre. Je vous avais dit que lorsque, renonçant à l'hypnose, on cherchait à réveiller les souvenirs que le sujet pouvait avoir de l'origine de sa maladie en lui demandant de dire ce qui lui venait à l'esprit, la première idée qui surgissait se rapportait à ses premiers souvenirs. Ce n'est pas toujours exact. Je n'ai présenté la chose aussi simplement que pour être bref. En réalité, les premières fois seulement, une simple insistance, une pression de ma part suffisait pour faire apparaître l'événement oublié. Si l'on persistait dans ce procédé, des idées surgissaient bien, mais il était fort douteux qu'elles correspondent réellement à l'événement recherché. Elles semblaient n'avoir aucun rapport avec lui, et d'ailleurs, les malades eux-mêmes les rejetaient comme inadéquates. La pression n'était plus d'aucun secours, et l'on pouvait regretter d'avoir renoncé à l'hypnose. Incapable d'en sortir, je m'attachais à un principe dont la légitimité scientifique a été démontrée plus tard par mon ami C.G. Jung et ses élèves à Zurich. Il est parfois bien précieux d'avoir des principes. C'est celui du déterminisme psychique, en la rigueur duquel j'avais la foi la plus absolue. Je ne pouvais pas me figurer qu'une idée surgissant spontanément dans la conscience d'un malade, surtout d'une idée éveillée par la concentration de son attention, pût être tout à fait arbitraire et sans rapport avec la représentation oubliée que nous voulions retrouver. Qu'elle ne lui fût pas identique, cela s'expliquait par l'état psychologique supposé. Deux forces agissaient l'une contre l'autre dans le malade. D'abord, son effort réfléchi pour ramener à la conscience les choses oubliées, mais latentes dans son inconscient. D'autre part, la résistance que je vous ai décrite et qui s'oppose au passage à la conscience des éléments refoulés. Si cette résistance est nulle ou très faible, la chose oubliée devient consciente sans se déformer.
On était donc autorisé à admettre que la déformation de l'objet recherché serait d'autant plus grande que l'opposition à son arrivée à la conscience serait plus forte. L'idée qui se présentait à l'esprit du malade à la place de celle qu'on cherchait à rappeler avait donc elle-même la valeur d'un symptôme. C'était un substitut nouveau, artificiel et éphémère de la chose refoulée, et qui lui ressemblait d'autant moins que sa déformation sous l'influence de la résistance avait été plus grande. Pourtant, il devait y avoir une certaine similitude avec la chose recherchée, puisque c'était un symptôme et, si la résistance n'était pas trop intense, il devait être possible de deviner, au moyen des idées spontanées, l'inconnu qui se dérobait. L'idée surgissant dans l'esprit du malade est, par rapport à l'élément refoulé, comme une allusion, comme une traduction de celle-ci, dans un autre langage. Nous connaissons dans la vie psychique normale des situations analogues qui conduisent à des résultats semblables. Tel est le cas du mot d'esprit. Les problèmes de la technique psychanalytique m'ont obligé à m'occuper ainsi de la formation du mot d'esprit. Je vais vous en donner un exemple. On raconte que 2 commerçants peu scrupuleux, ayant réussi à acquérir une grande fortune au moyen de spéculations pas très honnêtes, s'efforçaient d'être admis dans la bonne société. Il leur sembla donc utile de faire leur portrait par un peintre très célèbre et très cher. Les 2 spéculateurs donnèrent une grande soirée pour faire admirer ces tableaux coûteux et conduisirent eux-mêmes un critique d'art influent devant la paroi du salon où les portraits étaient suspendus l'un à côté de l'autre. Le critique considéra longuement les 2 portraits, puis secoua la tête comme s'il lui manquait quelque chose, et se borna à demander, en indiquant l'espace libre entre les tableaux, « Où est le Christ ?» Analysons cette plaisanterie. Évidemment, le critique a voulu dire « Vous êtes 2 coquins comme ceux entre lesquels on a crucifié Jésus-Christ. » Cependant, il ne l'a pas dit. Il a dit autre chose qui, au premier abord, paraît tout à fait étrange, incompréhensible, sans rapport avec la situation présente. On ne tarde pourtant pas à discerner dans cette exclamation du critique d'art l'expression de son mépris. Elle tient lieu d'une injure. Elle a la même valeur, la même signification, elle en est le substitut. Certes, nous ne pouvons pas pousser trop loin notre parallèle entre le cas du mot d'esprit et les associations fournies par les malades. Cependant, il nous faut souligner la parenté que l'on constate entre les mobiles profonds d'un mot d'esprit et ceux qui font surgir une idée dans la conscience des malades au cours d'un interrogatoire. Pourquoi notre critique n'a-t-il pas exprimé directement sa pensée aux 2 coquins ? Parce que, à côté de son désir de leur parler net, d'excellents motifs contraires agissaient sur lui. Il n'est pas sans danger d'insulter des gens dont on est l'invité et qui ont à leur disposition une nombreuse domesticité au point solide. Nous avons vu précédemment combien les tapageurs et ceux qui méprisent les convenances étaient rapidement refoulés. C'est pourquoi notre critique d'art se garde bien d'être explicite et déguise son injure sous la forme d'une simple allusion. De même, chez nos malades, ces idées substituts qui surgissent à la place des souvenirs oubliés et dont elles ne sont qu'un déguisement. Suivons l'exemple de l'école de Zurich, Bleuler, Jung, etc. Et appelons complexe tout groupe d'éléments représentatifs liés ensemble et chargés d'affect. Si, pour rechercher un complexe refoulé, nous partons des souvenirs que le malade possède encore, nous pouvons donc y parvenir à condition qu'il nous apporte un nombre suffisant d'associations libres. Nous laissons parler le malade comme il lui plaît, conformément à notre hypothèse d'après laquelle rien ne peut lui venir à l'esprit qui ne dépende indirectement du complexe recherché. Cette méthode pour découvrir les éléments refoulés vous semble peut-être pénible. Je puis cependant vous assurer que c'est la seule praticable. Il arrive alors qu'elle semble échouer. Le malade s'arrête brusquement, hésite et prétend n'avoir rien à dire, qu'il ne lui vient absolument rien à l'esprit. S'il en était réellement ainsi, notre procédé serait inapplicable. Mais une observation minutieuse montre qu'un tel arrêt des associations libres ne se présente jamais. Elles paraissent suspendues parce que le malade retient ou supprime l'idée qu'il vient d'avoir, sous l'influence de résistance revêtant la forme de jugement critique. On évite cette difficulté en avertissant le malade à l'avance et en exigeant qu'il ne tienne aucun compte de cette critique. Il faut qu'il renonce complètement à tout choix de ce genre et qu'il dise tout ce qui lui vient à l'esprit, même s'il pense que c'est inexact, hors de la question, stupide même, et surtout s'il lui est désagréable que sa pensée s'arrête à une telle idée. S'il se soumet à ces règles, il nous procurera les associations libres qui nous mettront sur les traces du complexe refoulé. Ces idées spontanées que le malade repousse comme insignifiantes, s'il résiste au lieu de céder au médecin, représentent en quelque sorte, pour le psychanalyste,
le minerai dont il extraira le métal précieux par de simples artifices d'interprétation. Si l'on veut acquérir rapidement une idée provisoire des complexes refoulés par un malade, sans se préoccuper de leur ordre ni de leurs relations, on se servira de l'expérience d'association imaginée par Jung et ses élèves. Ce procédé rend aux psychanalystes autant de services que l'analyse qualitative aux chimistes. On peut s'en passer dans le traitement des névroses, mais il est indispensable pour la démonstration objective des complexes et pour l'étude des psychoses qui a été entreprise avec tant de succès par l'école de Zurich. L'examen des idées spontanées qui se présentent au malade, s'il se soumet aux principales règles de la psychanalyse, n'est pas le seul moyen technique qui permette de sonder l'inconscient. Deux autres procédés conduisent au même but, l'interprétation des rêves et celle des erreurs et des lapsus. J'avoue m'être demandé si, au lieu de vous donner à grands traits une vue d'ensemble de la psychanalyse, je n'aurais pas mieux fait de vous exposer en détail l'interprétation des rêves. Un motif personnel et d'apparence secondaire m'en a détourné. Il m'a paru déplacé de me présenter comme un déchiffreur de songes avant que vous ne sachiez l'importance que peut revêtir cet art dérisoire et suranné. L'interprétation des rêves est en réalité la voie royale de la connaissance de l'inconscient, la base la plus sûre de nos recherches, et c'est l'étude des rêves, plus qu'aucune autre, qui vous convaincra de la valeur de la psychanalyse et vous formera à sa pratique. Quand on me demande comment on peut devenir psychanalyste, je réponds par l'étude de ses propres rêves. Nos détracteurs n'ont jamais accordé à l'interprétation des rêves l'attention qu'elle méritait ou ont tenté de la condamner par les arguments les plus superficiels. Or, si on parvient à résoudre le grand problème du rêve, les questions nouvelles que soulève la psychanalyse n'offrent plus aucune difficulté. Il convient de noter que nos productions oniriques, nos rêves, ressemblent intimement aux productions des maladies mentales d'une part et que, d'autre part, elles sont compatibles avec une santé parfaite. Celui qui se borne à s'étonner des illusions des sens, des idées bizarres et de toutes les fantasmagories que nous offre le rêve, au lieu de chercher à les comprendre, n'a pas la moindre chance de comprendre les productions anormales des états psychiques morbides. Il restera, dans ce domaine, un simple profane. Et il n'est pas paradoxal d'affirmer que la plupart des psychiatres d'aujourd'hui doivent être rangés parmi ces profanes. Jetons donc un rapide coup d'œil sur le problème du rêve. D'ordinaire, quand nous sommes éveillés, nous traitons les rêves avec un mépris égal à celui que le malade éprouve à l'égard des idées spontanées que le psychanalyste suscite en lui. Nous les vouons à un oubli rapide et complet, comme si nous voulions nous débarrasser au plus vite de cet amas d'incohérences. Notre mépris vient du caractère étrange que revêtent non seulement les rêves absurdes et stupides, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Notre répugnance à nous intéresser à nos rêves s'explique par les tendances impudiques et immorales qui se manifestent ouvertement dans certains d'entre eux. L'Antiquité, on le sait, n'a pas partagé ce mépris et aujourd'hui encore le bas peuple reste curieux des rêves auxquels il demande, comme les anciens, la révélation de l'avenir. Je m'empresse de vous assurer que je ne vais pas faire appel à des croyances mystiques pour éclairer la question du rêve. Je n'ai du reste jamais rien constaté qui confirme la valeur prophétique d'un songe. Cela n'empêche pas qu'une étude du rêve nous réservera de nombreuses surprises. D'abord, tous les rêves ne sont pas étrangers au rêveur, incompréhensibles et confus pour lui. Si vous vous donnez la peine d'examiner ceux des petits-enfants, à partir d'1 an et demi, vous les trouverez très simples et facilement explicables. Le petit enfant rêve toujours de la réalisation de désirs que le jour précédent a fait naître en lui, sans les satisfaire. Aucun art divinatoire n'est nécessaire pour trouver cette simple solution. Il suffit seulement de savoir ce que l'enfant a vécu le jour précédent. Nous aurions une solution satisfaisante de l'énigme si l'on démontrait que les rêves des adultes ne sont, comme ceux des enfants, que l'accomplissement de désirs de la veille. Or c'est bien là ce qui se passe. Les objections que soulève cette manière de voir disparaissent devant une analyse plus approfondie. Voici la première de ces objections. Les rêves des adultes sont le plus souvent incompréhensibles et ne ressemblent guère à la réalisation d'un désir. Mais répondons-nous, c'est qu'ils ont subi une défiguration, un déguisement. Leur origine psychique est très différente de leur expression dernière. Il nous faut donc distinguer deux choses. D'une part, le rêve tel qu'il nous apparaît, tel que nous l'évoquons le matin, vague au point que nous avons souvent de la peine à le raconter, à le traduire en mots, c'est ce que nous appellerons le contenu manifeste du rêve. D'autre part,
Nous avons l'ensemble des idées oniriques latentes que nous supposons présider au rêve du fond même de l'inconscient. Ce processus de défiguration est le même que celui qui préside à la naissance des symptômes hystériques. La formation des rêves résulte donc du même contraste de force psychique que dans la formation des symptômes. Le contenu manifeste du rêve est le substitut altéré des idées oniriques latentes, et cette altération est l'œuvre d'un moi qui se défend. Elle naît de résistances qui interdisent absolument aux désirs inconscients d'entrer dans la conscience à l'état de veille, mais, dans l'affaiblissement du sommeil, ces forces ont encore assez de puissance pour imposer, du moins aux désirs, un masque qui les cache. Le rêveur ne déchiffre pas plus le sens de ses rêves que l'hystérique ne pénètre la signification de ses symptômes. Pour se persuader de l'existence des idées latentes, du rêve, et de la réalité de leur rapport avec le contenu manifeste, il faut pratiquer l'analyse des rêves, dont la technique est la même que la technique psychanalytique dont il a été déjà question. Elle consiste tout d'abord à faire complètement abstraction des enchaînements d'idées que semble offrir le contenu manifeste du rêve, et à s'appliquer à découvrir les idées latentes, en recherchant quelles associations déclenchent chacun de ces éléments. Ces associations provoquées conduiront à la découverte des idées latentes du rêveur, de même que, tout à l'heure, nous voyons les associations déclenchées par les divers symptômes nous conduire aux souvenirs oubliés et au complexe du malade. Ces idées oniriques latentes, qui constituent le sens profond et réel du rêve, une fois mises en évidence, montrent combien il est légitime de ramener les rêves d'adultes au type des rêves d'enfants. Il suffit en effet de substituer au contenu manifeste, si abracadabrant, le sens profond pour que tout s'éclaire. On voit que les divers détails du rêve se rattachent à des impressions du jour précédent et l'ensemble apparaît comme la réalisation d'un désir non satisfait. Le contenu manifeste du rêve peut donc être considéré comme la réalisation déguisée de désirs refoulés. Jetons maintenant un coup d'œil sur la façon dont les idées inconscientes du rêve se transforment en contenu manifeste. J'appellerais travail onirique l'ensemble de cette opération. Elle mérite de retenir tout notre intérêt théorique, car nous pourrons y étudier, comme nulle part ailleurs, quels processus psychiques insoupçonnés peuvent se dérouler dans l'inconscient, ou plus exactement, entre deux systèmes psychiques distincts comme le conscient et l'inconscient. Parmi ces processus, il convient d'en noter deux, la condensation et le déplacement. Le travail onirique est un cas particulier de l'action réciproque des diverses constellations mentales, c'est-à-dire qu'il naît d'une association mentale. Dans ces phases essentielles, ce travail est identique au travail d'altération qui transforme les complexes refoulés en symptômes lorsque le refoulement a échoué. Vous serez en outre étonné de découvrir dans l'analyse des rêves, et spécialement dans celle des vôtres, l'importance inattendue que prennent les impressions des premières années de l'enfance. Par le rêve, c'est l'enfant qui continue à vivre dans l'homme, avec ses particularités, ses désirs, même ceux qui sont devenus inutiles. C'est d'un enfant dont les facultés étaient bien différentes des aptitudes propres à l'homme normal que celui-ci est sorti. Mais au prix de quelles évolutions, de quel refoulement, de quelle sublimation, de quelle réaction psychique cet homme normal s'est-il peu à peu constitué, lui qui est le bénéficiaire et aussi en partie la victime d'une éducation et d'une culture si péniblement acquises. J'ai encore constaté, dans l'analyse des rêves, et je tiens à attirer votre attention là-dessus, que l'inconscient se sert, surtout pour représenter les complexes sexuels, d'un certain symbolisme qui parfois varie d'une personne à l'autre, mais qui a aussi des traits généraux et se ramène à certains types de symboles tels que nous les retrouvons dans les mythes et dans les légendes. Il n'est pas impossible que l'étude du rêve nous permette de comprendre à leur tour ces créations de l'imagination populaire. On a opposé à notre théorie que le rêve serait la réalisation d'un désir, les rêves d'angoisse. Je vous prie instamment de ne pas vous laisser arrêter par cette objection. Outre que ces rêves d'angoisse ont besoin d'être interprétés avant qu'on puisse les juger, il faut dire que l'angoisse en général ne tient pas seulement au contenu du rêve, ainsi qu'on se l'imagine, quand on ignore ce qu'est l'angoisse des névrosés. L'angoisse est un refus que le moi oppose au désir refoulé devenu puissant. C'est pourquoi sa présence dans le rêve est très explicable si le rêve exprime trop complètement ses désirs refoulés. Vous voyez que l'étude du rêve se justifierait déjà par les éclaircissements qu'elle apporte sur des réalités qui, autrement, seraient difficiles à comprendre.
Or, nous y sommes parvenus au cours du traitement psychanalytique des névroses. D'après ce que nous avons dit jusqu'ici, il est facile de voir que l'interprétation des rêves, quand elle n'est pas rendue trop pénible par les résistances du malade, conduit à découvrir les désirs cachés et refoulés, ainsi que les complexes qu'ils entretiennent. Je peux donc passer au troisième groupe de phénomènes psychiques, dont tire parti la technique psychanalytique. Ce sont tous les actes innombrables de la vie quotidienne que l'on rencontre aussi bien chez les individus normaux que chez les névrosés, et qui se caractérisent par le fait qu'ils manquent leur but. On pourrait les grouper sous le nom d'actes manqués. D'ordinaire, on ne leur accorde aucune importance, ce sont des oublis inexplicables. Par exemple, l'oubli momentané des noms propres, les lapsus linguae, les lapsus calami, les erreurs de lecture, les maladresses, la perte ou le bris d'objets, etc. Toutes choses auxquelles on n'attribue ordinairement aucune cause psychologique et qu'on considère simplement comme des résultats du hasard, des produits de la distraction, de l'inattention, etc. À cela s'ajoutent encore les actes et les gestes que les hommes accomplissent sans les remarquer et, à plus forte raison, sans y attacher d'importance psychique. Jouer machinalement avec des objets, fredonner des mélodies, tripoter ses doigts, ses vêtements, etc. Ces petits faits, les actes manqués comme les actes symptomatiques et les actes de hasard, ne sont pas si dépourvus d'importance qu'on est disposé à l'admettre en vertu d'une sorte d'accord tacite. Ils ont un sens et sont, la plupart du temps, faciles à interpréter. On découvre alors qu'ils expriment eux aussi des pulsions et des intentions que l'on veut cacher à sa propre conscience et qu'ils ont leur source dans des désirs et des complexes refoulés semblables à ceux des symptômes et des rêves. Considérons-les donc comme des symptômes. Leur examen attentif peut conduire à mieux connaître notre vie intérieure. C'est par eux que l'homme trahit le plus souvent ses secrets les plus intimes. S'ils sont habituels et fréquents, même chez les gens sains qui ont réussi à refouler leurs tendances inconscientes, cela tient à leur futilité et à leur peu d'apparence. Mais leur valeur théorique est grande, puisqu'ils nous prouvent l'existence du refoulement et des substituts, même chez les personnes bien portantes. Vous remarquerez déjà que le psychanalyste se distingue par sa foi dans le déterminisme de la vie psychique. Celle-ci n'a, à ses yeux, rien d'arbitraire ni de fortuit. Il imagine une cause particulière là où, d'habitude, on n'a pas l'idée d'en supposer. Bien plus, il fait souvent appel à plusieurs causes, à une multiple motivation pour rendre compte d'un phénomène psychique, alors que d'habitude on se déclare satisfait avec une seule cause pour chaque phénomène psychologique. Rassemblez maintenant tous les moyens de découvrir ce qui est caché, oublié, refoulé dans la vie psychique, l'étude des associations qui naissent spontanément dans l'esprit du malade, celle de ses rêves, de ses maladresses, actes manqués, actes symptomatiques de toutes sortes, ajoutez-y l'utilisation d'autres phénomènes qui se produisent dans le traitement psychanalytique et sur lesquels je ferai plus tard quelques remarques quand je parlerai du transfert, vous conclurez avec moi que notre technique est déjà assez efficace pour ramener à la conscience les éléments psychiques pathogènes et pour écarter les maux produits par la formation de symptômes substituts. Nous voyons, et nous nous en félicitons, que nos efforts thérapeutiques ont encore pour conséquence d'enrichir nos connaissances théoriques sur la vie psychique, normale et pathologique. Je ne sais si vous avez eu l'impression que la technique dont je viens de vous décrire l'arsenal est particulièrement difficile. Je crois qu'elle est tout à fait appropriée à son objet. Pourtant, cette technique n'est pas évidente d'elle-même. Elle doit être enseignée comme la méthode histologique ou chirurgicale. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que nous l'avons entendu juger par une quantité de personnes qui ne savent rien de la psychanalyse, qui ne l'emploient pas et qui poussent l'ironie jusqu'à exiger que nous leur prouvions l'exactitude de nos résultats. Il y a certainement, parmi ces adversaires, des gens qui ont l'habitude de la pensée scientifique, qui, par exemple, ne repousseraient pas les conclusions d'une recherche au microscope parce qu'on ne pourrait pas les confirmer en examinant la préparation anatomique à l'œil nu et qui, en tout cas, ne se prononceraient pas avant d'avoir considéré eux-mêmes la chose au moyen du microscope. Mais la psychanalyse, il est vrai, est dans une situation spéciale qui lui rend plus difficile d'obtenir l'approbation. Que veut le psychanalyste en effet ? Ramener à la surface de la conscience tout ce qui en a été refoulé. Or, chacun de nous a refoulé beaucoup de choses que nous maintenons peut-être avec peine dans notre inconscient. La psychanalyse provoque donc, chez ceux qui en entendent parler, la même résistance qu'elle provoque chez les malades.
C'est de là que vient sans doute l'opposition si vive, si instinctive, que notre discipline a le don d'exciter. Cette résistance prend du reste le masque de l'opposition intellectuelle et enfante des arguments analogues à ceux que nous écartons chez nos malades au moyen de la règle psychanalytique fondamentale. Tout comme chez eux, nous pouvons aussi constater chez nos adversaires que leur jugement se laisse fréquemment influencer par des motifs affectifs, d'où leur tendance à la sévérité. La vanité de la conscience, qui repousse si dédaigneusement le rêve par exemple, est un des obstacles les plus sérieux à la pénétration des complexes inconscients. C'est pourquoi il est si difficile de persuader les hommes de la réalité de l'inconscient et de leur enseigner une nouveauté qui contredit les notions dont s'est accommodée leur conscience. Quatrième leçon. Les complexes pathogènes, les symptômes morbides sont liés à la sexualité infantile, l'auto-érotisme, la libido et son évolution, perversion sexuelle, le complexe d'Œdipe. Voyons maintenant ce que les procédés techniques que je viens de décrire nous ont appris sur les complexes pathogènes et les désirs refoulés des névrosés. La première découverte à laquelle la psychanalyse nous conduit, c'est que régulièrement, les symptômes morbides se trouvent liés à la vie amoureuse du malade. Elle nous montre que les désirs pathogènes sont de la nature des composantes érotiques et nous obligent à considérer les troubles de la vie sexuelle comme une des causes les plus importantes de la maladie. Je sais que l'on n'accepte pas volontiers cette opinion. Même des savants qui s'intéressent à mes travaux psychologiques inclinent à croire que j'exagère la part étiologique du facteur sexuel. Ils me disent « Pourquoi d'autres explications psychiques ne provoqueraient-elles pas aussi des phénomènes de refoulement et de substitution ?» Je leur réponds que je ne nie rien par doctrine, et que je ne m'oppose pas à ce que cela soit. Mais l'expérience montre que cela n'est pas. L'expérience prouve que les tendances d'origine non sexuelle ne jouent pas un tel rôle, qu'elles peuvent parfois renforcer l'action des facteurs sexuels, mais qu'elles ne les remplacent jamais. Je n'affirme pas ici un postulat théorique. Lorsqu'en 1895 je publiais avec le docteur J. Brewer nos études sur l'hystérie, je ne professais pas encore cette opinion. J'ai dû m'y convertir après des expériences nombreuses et concluantes. Mes amis et mes partisans les plus fidèles ont commencé par se montrer parfaitement incrédules à cet égard, jusqu'à ce que leurs expériences analytiques les aient convaincus. L'attitude des malades ne permet guère, il est vrai, de démontrer la justesse de ma proposition. Au lieu de nous aider à comprendre leur vie sexuelle, ils cherchent au contraire à la cacher par tous les moyens. Les hommes, en général, ne sont pas sincères dans ce domaine. Ils ne se montrent pas tels qu'ils sont, ils portent un épais manteau de mensonges pour se couvrir comme s'il faisait mauvais temps dans le monde de la sensualité. Et ils n'ont pas tort. Le soleil et le vent ne sont guère favorables à l'activité sexuelle dans notre société. En fait, aucun de nous ne peut librement dévoiler son érotisme à ses semblables, mais lorsque les malades ont commencé à s'habituer au traitement psychanalytique, lorsqu'ils s'y sentent à l'aise, ils jettent bas leur manteau mensonger et alors seulement ils peuvent se faire une opinion sur la question qui nous occupe. Malheureusement, les médecins ne sont pas plus favorisés que les autres mortels quant à la manière d'aborder les choses de la sexualité, et beaucoup d'entre eux subissent l'attitude, faite à la fois de pruderie et de lubricité, qui est la plus répandue parmi les hommes dits cultivés. Continuons à exposer nos résultats. Dans une autre série de cas, la recherche psychanalytique ramène les symptômes non pas à des événements sexuels, mais à des événements traumatiques banaux. Mais cette distinction perd toute importance pour une raison particulière. Le travail analytique nécessaire pour expliquer et supprimer une maladie ne s'arrête jamais aux événements de l'époque où elle se produisit, mais remonte toujours jusqu'à la puberté et à la première enfance du malade. Là, elle rencontre des événements et des impressions qui ont déterminé la maladie ultérieure. Ce n'est qu'en découvrant ces événements de l'enfance que l'on peut expliquer la sensibilité à l'égard des traumatismes ultérieurs, et c'est en rendant conscients ces souvenirs généralement oubliés que nous en arrivons à pouvoir supprimer les symptômes. Nous parvenons ici au même résultat que dans l'étude des rêves, à savoir que ce sont les désirs inéluctables et refoulés de l'enfance qui ont prêté leur puissance à la formation de symptômes sans lesquels la réaction au traumatisme ultérieur aurait pris un cours normal. Ces puissants désirs de l'enfant, je les considère d'une manière générale comme sexuels. Mais je devine votre étonnement, bien naturel d'ailleurs. Y a-t-il donc, demanderez-vous, une sexualité infantile ? L'enfance n'est-elle pas plutôt cette période de la vie où manque tout instinct de ce genre ? À cette question, je vous répondrai non.
L'instinct sexuel ne pénètre pas dans les enfants à l'époque de la puberté, comme dans l'Évangile le diable pénètre dans les porcs. L'enfant présente dès son âge le plus tendre les manifestations de cet instinct. Il apporte ses tendances en venant au monde, et c'est de ces premiers germes que sort au cours d'une évolution pleine de vicissitudes et aux étapes nombreuses la sexualité dite normale de l'adulte. Il n'est guère difficile de le constater. Ce qui me paraît moins facile, c'est de ne pas l'apercevoir. Il faut vraiment une certaine dose de bonne volonté pour être aveugle à ce point. Le hasard m'a mis sous les yeux un article d'un Américain, le Dr Sanford Bell, qui vint à l'appui de mes affirmations. Son travail apparut dans l'American Journal of Psychology en 1902, c'est-à-dire 3 ans avant mes 3 essais sur la théorie de la sexualité. Il a pour titre « A Preliminary Study of the Emotion of Love Between the Sexes » et aboutit aux mêmes conclusions que celles que je vous soumettrai tout à l'heure. Écoutez plutôt. Ouvrez les guillemets. L'émotion sexuelle n'apparaît pas pour la première fois au cours de l'adolescence, comme on l'a enseigné jusqu'à présent. Fermez les guillemets. L'auteur a travaillé à la manière américaine et a rassemblé près de 2500 observations positives au cours d'une période de 15 ans. 800 ont été faites par lui-même. Au sujet des signes par lesquels ces tendances se manifestent, il dit, ouvrez les guillemets, en observant sans aucun parti pris ces manifestations chez 100 enfants d'un sexe et 100 enfants de l'autre sexe, on ne peut éviter de les ramener à une origine sexuelle. On pourra satisfaire l'esprit le plus critique en rapprochant ces observations de confessions d'individus ayant connu dans leur enfance ce genre d'émotions avec une certaine intensité et dont les souvenirs sont relativement distincts. Fermez les guillemets. Ceux d'entre vous qui ne veulent pas croire à la sensualité infantile seront particulièrement étonnés que parmi ces enfants, précocement amoureux, un bon nombre sont âgés seulement de 3, 4 ou 5 ans. J'ai réussi moi-même il y a peu de temps, grâce à l'analyse d'un garçon de 5 ans qui souffrait d'angoisse, analyse que son propre père a faite avec lui selon les règles, à obtenir une image assez complète des manifestations somatiques et des expressions psychiques de la vie amoureuse de l'enfant à l'un des premiers stades. Et mon ami, le docteur C.G. Jung, a traité le cas d'une fillette encore plus jeune qui, à la même occasion que mon malade, naissance d'une petite sœur, trahissait presque les mêmes tendances sensuelles et les mêmes formations de désir et de complexe. Je ne doute pas que vous vous habituiez à cette idée, d'abord étrange, de la sexualité infantile, et je vous cite comme exemple celui du psychiatre de Zurich, M.E. Blauler, qui, il y a quelques années encore, disait publiquement qu'il ne comprenait pas du tout mes théories sexuelles, et qui, depuis, à la suite de ses propres observations, a confirmé dans toute son étendue l'existence de la sexualité infantile. Si la plupart des individus, médecins ou non, se refusent à l'admettre, je me l'explique sans peine. Sous la pression de l'éducation, ils ont oublié les manifestations érotiques de leur propre enfance et ne veulent pas qu'on leur rappelle ce qui a été refoulé. Leur manière de voir serait tout autre s'ils voulaient prendre la peine de retrouver, par la psychanalyse, leurs souvenirs d'enfants, les passer en revue et chercher à les interpréter. Cessez donc de douter et voyez plutôt comment ces phénomènes se manifestent dès les premières années. L'instinct sexuel de l'enfant est très compliqué. On peut y distinguer de nombreux éléments issus de sources variées. Tout d'abord, il est encore indépendant de la fonction de reproduction au service de laquelle il se mettra plus tard. Il sert à procurer plusieurs sortes de sensations agréables que nous désignons du nom de plaisir sexuel par suite de certaines analogies. La principale source du plaisir sexuel infantile est l'excitation de certaines parties du corps particulièrement sensibles, autres que les organes sexuels, la bouche, l'anus, l'urètre, ainsi que l'épiderme et d'autres surfaces sensibles. Cette première phase de la vie sexuelle infantile, dans laquelle l'individu se satisfait au moyen de son propre corps et n'a besoin d'aucun intermédiaire, nous l'appellerons, d'après l'expression créée par Havelock Ellis, la phase de l'auto-érotisme. Ces parties propres à procurer le plaisir sexuel, nous les appelons zones érogènes. La succion, ou têtement des petits enfants, est un bon exemple de satisfaction auto-érotique procurée par une zone érogène. Le premier observateur scientifique de ce phénomène, le pédiatre Lindner de Budapest, avait déjà interprété ces faits, à juste titre, comme une satisfaction sexuelle et décrit à fond le passage de cet acte élémentaire à d'autres formes supérieures de l'activité sexuelle. Une autre satisfaction sexuelle, de cette première époque, est l'excitation artificielle des organes génitaux qui conserve pour la suite de la vie une grande importance et que certains individus ne surmontent jamais complètement. À côté de ces activités auto-érotiques et d'autres du même genre, se manifeste très vite, chez l'enfant,
ces composantes instinctives du plaisir sexuel ou, comme nous l'appelons volontiers, de la libido, qui exigent l'intervention d'une personne étrangère. Ces instincts se présentent par groupes de deux, opposés l'un à l'autre, l'un actif, l'autre passif, dont voici les principaux. Le plaisir de faire souffrir, sadisme, avec son opposé passif, masochisme. Le plaisir de voir et celui d'exhiber, du premier se détachera plus tard l'exhibition artistique et dramatique. D'autres activités sexuelles de l'enfant appartiennent déjà au stade du choix de l'objet, choix dans lequel une personne étrangère devient l'essentiel. Dans les premiers temps de la vie, le choix de cette personne étrangère dépend de l'instinct de conservation. La différence des sexes ne joue pas le rôle décisif dans cette période infantile. Sans crainte d'être injuste, on peut attribuer à chaque enfant une légère disposition à l'homosexualité. Cette vie sexuelle de l'enfant, décousue, complexe mais dissociée, dans laquelle l'instinct seul tend à procurer des jouissances, cette vie se condense et s'organise dans deux directions principales, si bien que la plupart du temps, à la fin de la puberté, le caractère sexuel de l'individu est formé. D'une part, les tendances se soumettent à la suprématie de la zone génitale, processus par lequel toute la vie sexuelle entre au service de la reproduction, et la satisfaction des premières tendances n'a plus d'importance qu'en tant qu'elle prépare et favorise le véritable acte sexuel. D'autre part, le désir d'une personne étrangère chasse l'auto-érotisme, de sorte que, dans la vie amoureuse, toutes les composantes de l'instinct sexuel tendent à trouver leur satisfaction auprès de la personne aimée. Mais toutes les composantes instinctives primitives ne sont pas autorisées à prendre part à cette fixation définitive de la vie sexuelle. Avant l'époque de la puberté, sous l'influence de l'éducation, se reproduisent des refoulements très énergiques de certaines tendances et des puissances psychiques comme la honte, le dégoût, la morale s'établissent en gardiennes pour contenir ce qui a été refoulé. Et lorsqu'à la puberté surgit la grande marée des besoins sexuels, ceux-ci trouvent dans ces réactions et ces résistances des digues qui les obligent à suivre les voies dites normales et les empêchent d'animer à nouveau les tendances victimes du refoulement. Ce sont les plaisirs coprophiles de l'enfance, c'est-à-dire ceux qui ont rapport aux excréments. C'est ensuite l'attachement aux personnes qui avaient été tout d'abord choisies comme objets aimés. Il y a, en pathologie générale, un principe qui nous rappelle que tout processus contient les germes d'une disposition pathologique, en tant qu'il peut être inhibé, retardé ou entravé dans son cours. Il en est de même pour le développement si compliqué de la fonction sexuelle. Tous les individus ne le supportent pas sans encombre, ils laissent après lui des anomalies ou des dispositions à des maladies ultérieures par régression. Il peut arriver que les instincts partiels ne se soumettent pas tous à la domination des zones génitales. Un instinct qui reste indépendant forme ce que l'on appelle une perversion et substitue au but sexuel normal sa finalité particulière. Comme nous l'avons déjà signalé, il arrive très souvent que l'auto-érotisme ne soit pas complètement surmonté, ce que démontrent les troubles les plus divers qu'on peut voir apparaître au cours de la vie. L'équivalence primitive des deux sexes comme objet sexuel peut persister, d'où il résultera dans la vie de l'homme adulte un penchant à l'homosexualité qui, à l'occasion, pourra aller jusqu'à l'homosexualité exclusive. Cette série de troubles correspond à un arrêt du développement des fonctions sexuelles. Elle comprend les perversions et l'infantilisme général assez fréquent de la vie sexuelle. La disposition aux névroses découle d'une autre sorte de trouble de l'évolution sexuelle. Les névroses sont aux perversions ce que le négatif est au positif. Elles se retrouvent comme soutien des complexes et artisans des symptômes, les mêmes composantes instinctives que dans les perversions, mais ici, elles agissent du fond de l'inconscient. Elles ont donc subi un refoulement, mais ont pu, malgré lui, s'affirmer dans l'inconscient. La psychanalyse nous apprend que l'extériorisation trop forte de ces instincts, à une époque très lointaine, a produit une sorte de fixation partielle qui représente maintenant un point faible dans la structure de la fonction sexuelle. Si l'accomplissement normal de la fonction à l'âge adulte rencontre des obstacles, c'est précisément à ces points où les fixations infantiles ont eu lieu que se rompra le refoulement réalisé par les diverses circonstances de l'éducation et du développement. Peut-être me fera-t-on l'objection que tout cela n'est pas de la sexualité. J'emploie le mot dans un sens beaucoup plus large que l'usage ne le réclame, soit. Mais la question est de savoir si ce n'est pas l'usage qui l'emploie dans un sens beaucoup trop étroit, en le limitant au domaine de la reproduction.
On se met dans l'impossibilité de comprendre les perversions ainsi que la relation qui existe entre perversion, névrose et vie sexuelle normale. On ne parvient pas à connaître la signification des débuts, si facilement observables, de la vie amoureuse somatique et psychique des enfants. Mais quel que soit le sens dans lequel on se décide, le psychanalyste prend le mot de sexualité dans une acceptation totale à laquelle il a été conduit par la constatation de la sexualité infantile. Revenons encore une fois à l'évolution sexuelle de l'enfant. Il nous faut réparer bien des oublis du fait que nous avons porté notre attention sur les manifestations somatiques plutôt que sur les manifestations psychiques de la vie sexuelle. Le choix primitif de l'objet chez l'enfant, choix qui dépend de l'indigence de ses moyens, est très intéressant. L'enfant se tourne d'abord vers ceux qui s'occupent de lui, mais ceux-ci disparaissent bientôt derrière les parents. Les rapports de l'enfant avec les parents, comme le prouve l'observation directe de l'enfant et l'étude analytique de l'adulte, ne sont nullement dépourvus d'éléments sexuels. L'enfant prend ses deux parents, et surtout l'un d'eux, comme objet de désir. D'habitude, il obéit à une impulsion des parents eux-mêmes, dont la tendresse porte un caractère nettement sexuel, inhibé, il est vrai, dans ses fins. Le père préfère généralement la fille, la mère le fils. L'enfant réagit de la manière suivante, le fils désire se mettre à la place du père, la fille à celle de la mère. Les sentiments qui s'éveillent dans ces rapports de parents à enfants et dans ceux qui en dérivent entre frères et sœurs ne sont pas seulement positifs, c'est-à-dire tendres, ils sont aussi négatifs, c'est-à-dire hostiles. Le complexe ainsi formé est condamné à un refoulement rapide, mais du fond de l'inconscient, il exerce encore une action importante et durable. Nous pouvons supposer qu'il constitue, avec ses dérives, le complexe central de chaque névrose. Et nous nous attendons à le trouver non moins actif dans d'autres domaines de la vie psychique. Le mythe du roi Oedipe qui tue son père et prend sa mère pour femme est une manifestation peu modifiée du désir infantile contre lequel se dresse plus tard, pour le repousser, la barrière de l'inceste. Au fond du drame d'Hamlet de Shakespeare, on retrouve cette même idée du complexe incestueux, mais mieux voilé. À l'époque où l'enfant est dominé par ce complexe central non encore refoulé, une partie importante de son activité intellectuelle se met au service de ses désirs. Il commence à chercher d'où viennent les enfants, et au moyen des indices qui lui sont donnés, il devine la réalité plus que les adultes ne le pensent. D'ordinaire, c'est la menace que constitue la venue d'un nouvel enfant, en qui il ne voit d'abord qu'un concurrent qui lui disputera des biens matériels, qui éveille sa curiosité. Sous l'influence d'instincts partiels, il va se mettre à échafauder un certain nombre de théories sexuelles infantiles. Il attribuera aux deux sexes les mêmes organes. Les enfants, pense-t-il, sont conçus en mangeant et ils viennent par l'extrémité de l'intestin. Il conçoit le rapport des sexes comme un acte d'hostilité, une sorte de domination violente. Mais sa propre constitution encore impubère, son ignorance notamment des organes féminins, oblige le jeune chercheur à abandonner un travail sans espoir. Toutefois, cette recherche, ainsi que les différentes théories qu'elle produit, influent de manière décisive sur le caractère de l'enfant et ses névroses ultérieures. Il est inévitable et tout à fait logique que l'enfant fasse de ses parents l'objet de ses premiers choix amoureux. Toutefois, il ne faut pas que sa libido reste fixée à ses premiers objets. Elle doit se contenter de les prendre plus tard comme modèle et, à l'époque du choix définitif, passer de ceux-ci à des personnes étrangères. L'enfant doit se détacher de ses parents. C'est indispensable pour qu'il puisse jouer son rôle social. À l'époque où le refoulement fait son choix parmi les instincts partiels de la sexualité, et plus tard, quand il faut se détacher de l'influence des parents, influence qui a fait les principaux frais de ce refoulement. L'éducateur a de sérieux devoirs qui, actuellement, ne sont pas toujours remplis avec intelligence. Ces considérations sur la vie sexuelle et le développement psychosexuel ne nous ont éloignés, comme il pourrait le paraître, ni de la psychanalyse ni du traitement des névroses. Bien au contraire, on pourrait définir le traitement psychanalytique comme une éducation progressive pour surmonter chez chacun de nous les résidus de l'enfance. 5e leçon. Nature et signification des névroses, la fuite hors de la réalité, le refuge dans la maladie, la régression, relation entre les phénomènes pathologiques et diverses manifestations de la vie normale, l'art, le transfert, la sublimation. La découverte de la sexualité infantile et la réduction des symptômes névrotiques à des composantes instinctives érotiques nous ont conduit à quelques formules inattendues sur l'essence et les tendances des névroses.
Nous voyons que les hommes tombent malades quand, par suite d'obstacles extérieurs ou d'une adaptation insuffisante, la satisfaction de leurs besoins érotiques leur est refusée dans la réalité. Nous voyons alors qu'ils se réfugient dans la maladie, afin de pouvoir, grâce à elle, obtenir les plaisirs que la vie leur refuse. Nous avons constaté que les symptômes morbides sont une part de l'activité amoureuse de l'individu, ou même sa vie amoureuse tout entière, et s'éloigner de la réalité, c'est la tendance capitale, mais aussi le risque capital de la maladie. Ajoutons que la résistance de nos malades à se guérir ne relève pas d'une cause simple, mais de plusieurs motifs. Ce n'est pas seulement le moi du malade qui se refuse énergiquement à abandonner des refoulements qui l'aident à se soustraire à ses dispositions originelles, mais les instincts sexuels eux-mêmes ne tiennent nullement à renoncer à la satisfaction que leur procure le substitut fabriqué par la maladie, et tant qu'ils ignorent si la réalité leur fournira quelque chose de meilleur. La fuite hors de la réalité pénible ne va jamais sans provoquer un certain bien-être, même lorsqu'elle aboutit à cet état que nous appelons maladie, parce qu'il est préjudiciable aux conditions générales de l'existence. Elle s'accomplit par voie de régression, en évoquant les phases périmées de la vie sexuelle qui étaient l'occasion pour l'individu de certaines jouissances. La régression a deux aspects. D'une part, elle reporte l'individu dans le passé, en ressuscitant des périodes antérieures de sa libido, de son besoin érotique. D'autre part, elle suscite des expressions qui sont propres à ces périodes primitives. Mais ces deux aspects chronologique et aspect formel, se ramènent à une formule unique qui est retour à l'enfance et rétablissement d'une étape infantile de la vie sexuelle. Plus on approfondit la pathogénèse des névroses, plus on aperçoit les relations qui les unissent aux autres phénomènes de la vie psychique de l'homme, même à ceux auxquels nous attachons le plus de valeur. Et nous voyons combien la réalité nous satisfait peu malgré nos prétentions. Aussi, sous la pression de nos refoulements intérieurs, entretenons-nous au-dedans de nous toute une vie de fantaisie qui, en réalisant nos désirs, compense les insuffisances de l'existence véritable. L'homme énergique, et qui réussit, c'est celui qui parvient à transmuer en réalité les fantaisies du désir. Quand cette transmutation échoue par la faute des circonstances extérieures et de la faiblesse de l'individu, celui-ci se détourne du réel. Il se retire dans l'univers plus heureux de son rêve. En cas de maladie, il en transforme le contenu en symptômes. Dans certaines conditions favorables, il peut encore trouver un autre moyen de passer de ses fantaisies à la réalité, au lieu de s'écarter définitivement d'elles par régression dans le domaine infantile. J'entends que, s'il possède le don artistique, psychologiquement si mystérieux, il peut, au lieu de symptômes, transformer ses rêves en créations esthétiques. Ainsi échappe-t-il au destin de la névrose et trouve-t-il dans ce détour un rapport avec la réalité. Quand cette précieuse faculté manque ou se montre insuffisante, il devient inévitable que la libido parvienne par régression à la réapparition des désirs infantiles et donc à la névrose. La névrose remplace à notre époque le cloître où avaient coutume de se retirer toutes les personnes déçues par la vie ou trop faibles pour la supporter. Je voudrais souligner ici le principal résultat auquel nous sommes parvenus grâce à l'examen psychanalytique des névrosés, à savoir que les névroses n'ont aucun contenu psychique propre qui ne se trouve aussi dans les personnes saines ou, comme l'a dit C.G. Jung, que les névrosés souffrent de ces mêmes complexes contre lesquels nous aussi, hommes sains, nous luttons. Il dépend des productions quantitatives, de la relation des forces qui luttent entre elles, que le combat aboutisse à la santé, à la névrose ou à des productions surnormales de compensation. Je dois encore mentionner le fait le plus important qui confirme notre hypothèse des forces instinctives et sexuelles de la névrose. Chaque fois que nous traitons psychanalytiquement un névrosé, ce dernier subit l'étonnant phénomène que nous appelons transfert. Cela signifie qu'il déverse sur le médecin un trop-plein d'excitation affectueuse, souvent mêlée d'hostilité, qui n'ont leur source ou leur raison d'être dans aucune expérience réelle. La façon dont elles apparaissent et leur particularité montrent qu'elles dérivent d'anciens désirs du malade devenu inconscient. Ce fragment de vie affective qu'il ne peut plus rappeler dans son souvenir, le malade le revit aussi dans ses relations avec le médecin, et ce n'est qu'après une telle reviviscence par le transfert qu'il est convaincu de l'existence comme de la force de ses mouvements sexuels inconscients. Les symptômes qui, pour emprunter une comparaison à la chimie, sont les précipités d'anciennes expériences d'amour, au sens le plus large du mot, ne peuvent se dissoudre et se transformer en d'autres produits psychiques qu'à la température plus élevée de l'événement du transfert. Dans cette réaction, le médecin joue, selon l'excellente expression de Ferenczi,
le rôle d'un ferment catalytique qui attire temporairement à lui les affects qui viennent d'être libérés. L'étude du transfert peut aussi vous donner la clé de la suggestion hypnotique, dont nous nous étions servis au début comme moyen technique d'exploration de l'inconscient. L'hypnose nous fut alors une aide thérapeutique, mais aussi un obstacle à la connaissance scientifique des faits, en ce qu'elle déblayait de résistance psychique une certaine région pour amonceler ces résistances aux frontières de la même région en un rempart insurmontable. Il ne faut pas croire, d'ailleurs, que le phénomène du transfert, dont je ne puis malheureusement dire que peu de choses, soit créé par l'influence psychanalytique. Le transfert s'établit spontanément dans toutes les relations humaines, aussi bien que dans les rapports de malade à médecin. Il transmet partout l'influence thérapeutique et agit avec d'autant plus de force qu'on se doute moins de son existence. La psychanalyse ne le crée donc pas, elle le dévoile seulement et s'en empare pour orienter le malade vers le but souhaité. Mais je ne puis abandonner la question du transfert sans souligner que ce phénomène contribue plus que tout autre à persuader non seulement les malades mais aussi les médecins de la valeur de la psychanalyse. Je sais que tous mes partisans n'ont admis la justesse de mes suppositions sur la pathologie des névroses que grâce à des expériences de transfert, et je peux très bien concevoir que l'on ne soit pas convaincu tant qu'on n'a pratiqué aucune psychanalyse ni constaté les effets du transfert. J'estime qu'il y a deux principales objections d'ordre intellectuel à opposer aux théories psychanalytiques. Premièrement, on n'a pas l'habitude de déterminer d'une façon rigoureuse la vie psychique. Deuxièmement, on ignore par quels traits les processus psychiques inconscients se différencient des processus conscients qui nous sont familiers. Les critiques les plus fréquentes chez les malades comme chez les personnes en bonne santé se ramènent au second de ces facteurs. On craint de faire du mal par la psychanalyse. On a peur d'appeler à la conscience du malade les instincts sexuels refoulés, comme si cela faisait courir le risque d'une victoire de ces instincts sur les plus hautes aspirations morales. On remarque que le malade a dans l'âme des blessures à vif, mais on redoute d'y toucher de peur d'augmenter sa souffrance. Adoptons cette analogie. Il y a, certes, plus de ménagement à ne pas toucher aux places malades si on ne sait qu'aggraver la douleur. Mais le chirurgien ne se refuse pas d'attaquer la maladie dans son foyer même, quand il pense que son intervention apportera la guérison. Personne ne songe à reprocher au chirurgien les souffrances d'une opération, pourvu qu'elle soit couronnée de succès. Il doit en être de même pour la psychanalyse, d'autant plus que les réactions désagréables qu'elle peut momentanément provoquer sont incomparablement moins grandes que celles qui accompagnent une intervention chirurgicale. D'ailleurs, ces désagréments sont bien peu de choses comparés aux tortures de la maladie. Il va sans dire que la psychanalyse doit être exercée selon toutes les règles de l'art. Quant aux instincts qui étaient refoulés et que la psychanalyse libère, est-il à craindre qu'en réapparaissant sur la scène, il ne porte atteinte aux tendances morales et sociales acquises par l'éducation? En rien. Car nos observations nous ont montré de façon certaine que la force psychique et physique d'un désir est bien plus grande quand il baigne dans l'inconscient que lorsqu'il s'impose à la conscience. On le comprendra si l'on songe qu'un désir inconscient est soustrait à toute influence, les aspirations opposées n'ont pas de prise sur lui. Au contraire, un désir conscient peut être influencé par tous les autres phénomènes intérieurs qui s'opposent à lui. En corrigeant les résultats du refoulement défectueux, le traitement psychanalytique répond aux ambitions les plus élevées de la vie intellectuelle et morale. Voyons maintenant ce que deviennent les désirs inconscients libérés par la psychanalyse. Par quels moyens peut-on les rendre inoffensifs? Nous en connaissons trois. Il arrive le plus souvent que ces désirs soient simplement supprimés par la réflexion au cours du traitement. Ici, le refoulement est remplacé par une sorte de critique ou de condamnation. Cette critique est d'autant plus aisée qu'elle porte sur les produits d'une période infantile du moi. Jadis, l'individu, alors faible et incomplètement développé, incapable de lutter efficacement contre un penchant impossible à satisfaire, n'avait pu que le refouler. Aujourd'hui, en pleine maturité, il est capable de le maîtriser. Le second moyen, par lequel la psychanalyse ouvre une issue aux instincts qu'elle découvre, consiste à les ramener à la fonction normale qui eût été la leur si le développement de l'individu n'avait pas été perturbé. Il n'est en effet nullement dans l'intérêt de celui-ci d'extirper les désirs infantiles. La névrose, par ses refoulements, l'a privé de nombreuses sources d'énergie psychique qui eussent été fort utiles à la formation de son caractère et au déploiement de son activité. Nous connaissons encore une issue, meilleure peut-être, par où les désirs infantiles peuvent manifester toute leur énergie et substituer au penchant irréalisable de l'individu un but supérieur situé parfois complètement en dehors de la sexualité. C'est la sublimation.
Les tendances qui composent l'instinct sexuel se caractérisent précisément par cette aptitude à la sublimation. À leur fin sexuelle se substitue un objectif plus élevé et de plus grande valeur sociale. C'est à l'enrichissement psychique résultant de ce processus de sublimation que sont dues les plus nobles acquisitions de l'esprit humain. Voici enfin la troisième des conclusions possibles du traitement psychanalytique. Il est légitime qu'un certain nombre des tendances libidinales refoulées soient directement satisfaites et que cette satisfaction soit obtenue par les moyens ordinaires. Notre civilisation, qui prétend à une autre culture, rend en réalité la vie trop difficile à la plupart des individus et, par l'effroi de la réalité, provoque des névroses sans qu'elle ait rien à gagner à cet excès de refoulement sexuel. Ne négligeons pas tout à fait ce qu'il y a d'animal dans notre nature. Notre idéal de civilisation n'exige pas qu'on renonce à la satisfaction de l'individu. Sans doute, il est tentant de transfigurer les éléments de la sexualité par le moyen d'une sublimation toujours plus étendue, pour le plus grand bien de la société. Mais, de même que dans une machine on ne peut transformer en travail mécanique utilisable la totalité de la chaleur dépensée, de même on ne peut espérer transmuer intégralement l'énergie provenant de l'instinct sexuel. Cela est impossible. En privant l'instinct sexuel de son aliment naturel, on provoque des conséquences fâcheuses. Rappelez-vous l'histoire du cheval de Schilda. Les habitants de cette petite ville possédaient un cheval dont la force faisait leur admiration. Malheureusement, l'entretien de la bête coûtait fort cher. On résolut donc, pour l'habituer à se passer de nourriture, de diminuer chaque jour d'1 grain sa ration d'avoine. Ainsi fut fait. Mais lorsque le dernier grain fut supprimé, le cheval était mort. Les gens de Schilda ne surent jamais pourquoi. Quant à moi, j'incline à croire qu'il est mort de faim, et qu'aucune bête n'est capable de travailler si on ne lui fournit sa ration d'avoine. Ce livre vous a plu ? N'hésitez pas à partager votre avis avec nous et vos réseaux via notre site lectureaudio.fr. Nous vous y attendons pour vous faire découvrir d'autres ouvrages. Merci.